Bonjour à tous, merci d'être là, installez-vous. On est très heureux de vous accueillir pour cette première conférence du DevOps D-Day animée par Triptych encore une fois cette année. Ce matin, pour cette première présentation, alors moi-même Samuel Berthelier, Société Antemeta, et puis mon collègue... Christian Schutz, sans le son, oui. Christian Schutz, Hewlett-Packard Enterprise, donc je suis architecte cloud. Voilà. Et donc, on va vous animer sur cette première session un sujet autour de Kubernetes, une petite mise à jour de ce que l'on voit en France, parce qu'on voit toujours beaucoup de slides américaines sur Kubernetes. Là, le but, c'est, on est dans une petite conférence, le but, c'est de discuter de ce qui se passe dans notre beau pays qu'est la France. Alors, on va répondre à tout un tas de questions sur Kubernetes et vous donner un petit peu un état du marché. Alors, juste quand même un petit sondage. Qui n'a jamais entendu parler de Kubernetes dans la salle? Bon, ça va, on est au bon endroit. Donc, pour le rattrapage, on en discute un petit peu après. Alors, pour commencer, un premier élément, c'est quelques chiffres. Alors ça, c'est plus une histoire personnelle. Moi, je suis quand même assez versé dans tout ce qui est énergie, évolution du climat, etc. Et puis, il y a un fait par rapport à Kubernetes, vous allez voir, c'est un lien. Quelques chiffres. Il y a une évolution qui est en train de se passer en termes de devices connectés. En 2010, il y avait 1 milliard de devices connectés sur Terre. En 2025, il y aura 48 milliards de devices connectés. Fois 48 en 15 ans. Ça, c'est assez... ça grossit très vite. 67 millions de serveurs en fonctionnement aujourd'hui dans le monde. Je calculais tout à l'heure, pour vous donner un chiffre marrant, ça fait une pile de 3300 km de haut de serveurs, si on les stack. Voilà. Et puis encore un chiffre, et c'est celui-là, limite, qu'il faut retenir, c'est que 10% de la consommation mondiale d'énergie est utilisée pour faire les serveurs, les devices et les alimenter au cours de leur vie. Alors 10%, je racontais ça hier soir à des collègues, ils me disaient 10% c'est pas beaucoup, finalement, que 10%. 10% c'est toutes les centrales nucléaires du monde. Je ne sais pas si vous êtes sensible. Alors moi, je n'ai rien fondamentalement contre le nucléaire, mais c'est voilà, 450 réacteurs nucléaires qui fonctionnent uniquement pour faire nos devices et nos serveurs. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi le lien avec les conteneurs et avec Kubernetes? J'étais il y a 3 ans dans un château des Yvelines où je rencontrais une douzaine de DSI et on échangeait, c'était un petit club utilisateur, on échangeait sur le practice DevOps et comment ils avaient adopté le DevOps dans leurs entreprises. Donc, bon, le niveau de maturité était assez moyen, c'était il y a 3 ans. Ça a bien évolué depuis. Mais il y en a un qui lève la main, il dit moi, sur mes 30 dans l'équipe IT, j'en ai 20, c'est des DevOps. Ça fait un ratio qui est assez peu commun. Donc, il m'explique qu'en fait, ils sont une boîte, ils sont une sorte de hub entre toutes les assurances du monde. Et en fait, ils passent les flux de compensation quand un Américain se casse la jambe en France, etc. Voilà. Donc, ils sont là-dedans. Ils avaient une stack avec du Java et beaucoup de JavaScript. Et ils sont passés d'un monde virtualisé à pur conteneur. Et ils ont réduit par 8 leur emprise énergétique, enfin pas énergétique, mais en tout cas rack dans les data centers. Donc je pense que si on dit aux militants de Greenpeace qu'on peut diviser par 8 le nombre de centrales nucléaires, ça leur ferait plaisir probablement. Voilà, donc la containerisation, un des bénéfices, c'est ce côté écologie. Alors, si on revient un petit peu à comment ça se pose dans le Kubernetes, dans le landscape. Alors, déjà, pour vous dire un petit peu ce qu'on fait chez Antemeta, on est sur toute la partie data center et la partie virtualisation.
Donc en fait, tout ce qui est hébergement, telco, stockage, calcul, etc. Et puis ensuite, toutes les couches qui sont au-dessus, on fournit des services sur donc, SDDC, NFV, les conteneurs, de l'OpenStack, du Kubernetes as a Service, etc. etc. Donc ça, on pourra vous le présenter plus en détail sur notre stand si vous voulez, un peu plus tard. Et puis surtout, on accueille tous les clients qui veulent venir intégrer leur pipeline de CI/CD, consommer nos API pour faire du IaaS ou de l'infrastructure as code, etc., etc. Voilà. Donc on gère les deux couches du bas et nos clients viennent consommer avec leur code. Alors, adoption de Kubernetes dans les entreprises. J'aime bien revenir là-dessus. Alors moi, ce week-end, j'étais en forêt, je me baladais, il pleuvait en région parisienne, donc j'ai emmené une de mes filles ramasser des champignons. Et au milieu de la forêt, on a vu des champignons qui étaient énormes, qui étaient super beaux, donc j'avais bien envie de les cueillir, sauf que je ne savais pas s'ils étaient comestibles. Premier réflexe, est-ce qu'il y a une application pour le faire? Donc au milieu de la forêt de Rambouillet, j'ai installé une application qui embarquait un petit moteur d'IA. D'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'elle calculait, alors j'avais trop peu de connexion forcément, mais elle a calculé en fonction de la taille, de la forme du champignon, de la couleur, etc., s'il n'était pas comestible. Bref, j'ai pas cueilli le champignon parce que sinon je pense que j'aurais mal fini la journée. Je serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais c'est juste pour illustrer la quantité d'applications qu'on a sur le client-side. Et surtout, toutes les sociétés qu'on a là, quand vous regardez rien que Amazon qui publie une application toutes les 11 secondes sur son cloud, le rythme il est effréné et ça, on en vient à toute cette partie containerisation. J'étais il y a 15 jours à Pau chez un client qui fournit une application en SaaS. C'est une petite entreprise, mais ils ont un beau business c'est un vieux business, mais ils ont des clients entreprises. Et en fait, ils publient une application par mois et pour la publier, ils font des RPM. Et ensuite, ils les copient sur tous les serveurs. Ensuite, ils exécutent les RPM et puis en fait, ils espèrent que ça va bien se passer. Donc ça, voilà. Non, comme j'expliquais gentiment au PDG qui m'interrogeait sur le niveau de maturité, je disais, bah, vous faites plein de bonnes choses parce qu'ils utilisent des trucs comme Consul, et ils utilisent plein de trucs intéressants par ailleurs. Mais sur le déploiement continu, c'est pas ça. Il faut bien se souvenir que, en tout cas pour Kubernetes, le premier motif, c'est quand même de déployer, enfin en tout cas la containerisation, c'est de répondre à une problématique de déploiement. Si on en arrive un petit peu sur comment justement alors là, c'est les Américains. En 2023, il y en a 45% qui pensent que 50% de leurs applications seront containerisées d'ici 2023. Donc dans 3 ans, si je réduis le calcul, parce que 45% de 50%, il y a un quart des applications, enfin vu des Américains, il y a un quart des applications qui sont en conteneur. Un quart, c'est-à-dire que c'est un paquet. On peut se dire c'est pas énorme, et pourtant ça fait quelques milliards de conteneurs qui tournent. Un autre chiffre qui est vraiment là parle du marché, c'est les répartitions de parts de marché des grands éditeurs Kubernetes. Alors ça, c'est un chiffre IDC, je crois. Et donc 44% sur Red Hat, etc. Docker, d'ailleurs, je pense que un peu tout le monde a vu la news de cette nuit sur Docker. Sur l'acquisition par Mirantis, en fait. Ouais, tout à fait. Donc Mirantis qui rachète Docker. Voilà, et puis un petit trublion parmi tout ça, c'est VMware avec PKS, avec Pivotal, qui pourrait, selon leur stratégie, faire pas mal évoluer les choses dans ce monde de Kubernetes. Alors, je tiens à dire quand même par rapport à ce graphique, ça ne montre pas une chose, c'est tout ce qui est dans le cloud public et tout ce qui est en Kubernetes Vanilla. Et c'est l'immense majorité. Là, on est vraiment sur le côté enterprise de la chose. D'autres sources d'IDC, enfin d'autres graphiques d'IDC. Le premier en haut, c'est qu'est-ce qui vous intéresse le plus quand vous devez gérer des conteneurs et que vous êtes un développeur?
La réponse 1, c'est mon CI/CD. C'est vrai que, en tout cas, moi, c'est mon principal problématique est de gérer ça. Et puis la deuxième chose, pardon, c'est la gestion du coût. Bon, le coût et le life cycle. Quand on regarde du côté des exploitants, donc la même chose, on pose la même question, de quoi est-ce que vous devez vous occuper quand vous, enfin quel est votre principal intérêt quand vous travaillez sur les conteneurs. Point de vue d'un exploitant, c'est l'automatisation. Ouais, parce que l'exploitant clique, 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 voilà. Et puis le second, c'est gérer le coût. Donc déjà, quand on pose la question, il y a tout de suite des questions de coût qui viennent, ce qui est plutôt intéressant. Et puis, en quoi est-ce que ça va changer votre manière de gérer l'infrastructure? La première réponse est ça va changer nos méthodes de sécurité. Alors là, enfin, je pense que je parle à l'audience parfaite pour être sensible à ce genre de choses. Le DevSecOps, c'est pas le thème de notre présentation, mais j'ai vu qu'il y avait des super présentations. Je crois qu'il y a Octo qui va parler là-dessus. Je leur fais de la pub, allez-y. Mais voilà, donc enfin moi qui suis voilà, qui ai géré là pendant des années la R&D en conteneur, il y a de vrais écueils par rapport à ce côté sécurité. Et puis de basculer dans l'open source pour plein de raisons, et dont des raisons économiques probablement. Alors, un peu de feedback sur 1000 clients français. Parce qu'en T-Meta, on a un millier de clients enterprise, hein, ça va de Total jusqu'à des sociétés beaucoup plus modestes, mais voilà. Déjà, il y a un truc qui m'a surpris, moi, c'est qu'il y a un an, on m'a parlé une fois par mois de Kubernetes. Maintenant, on m'en parle 3 fois par semaine, voire tous les jours. Voilà. Donc c'est un sujet qui est en plein essor. À peu près tous les clients sont intéressés. Ce qu'ils cherchent au travers de nous, souvent, pourquoi ils me posent la question, c'est parce qu'ils nous demandent du service manager. Parce qu'ils ont besoin d'un cluster de conteneurs, enfin d'un orchestrateur de conteneurs dans un coin, parce qu'ils n'ont pas encore un gros patrimoine de conteneurs à faire tourner. Et ils nous disent, mais est-ce que vous, en T-Meta, vous savez fournir un cluster de conteneurs managé? Parce que nous, on n'a pas le loisir de gérer ce truc-là, on fait du dev pur, donc on a une réponse par rapport à ça. Un autre point, c'est que Kubernetes, des fois on se demande si c'est prod ready. Alors la réponse est oui, hein. À l'évidence, c'est utilisé massivement. Alors il y a des petites questions par rapport aux upgrades et ces choses-là. Mais en tout cas, nous on tourne en prod dessus pour certains de nos trucs les plus critiques. Un autre point aussi qui est intéressant par rapport à ça, moi j'ai eu des clients, c'est leur éditeur d'ERP qui vient et vous savez que le RP dans un SI c'est le cœur du truc, hein. Enfin en tout cas dans beaucoup de grosses entreprises, vous arrêtez le SAP, c'est le monde de tout un tas de personnes qui s'arrêtent. Donc c'est les assets les plus critiques de la société, c'est la compta, etc. qui commencent à se containeriser et enfin, on pourrait en discuter assez longuement. Une autre recommandation, c'est que un des paradigmes de la scalabilité là, de Kubernetes, c'est de pouvoir upscaler ou outscaler. Il faut avoir un IaaS ou avoir un SDDC quelconque pour pouvoir provisionner les machines en dessous. Et puis, ah oui, alors, j'avais un commercial qui me demandait si on pouvait passer facilement son application d'un environnement Windows qui a évolué 2003, 2008, 2012, etc. à un conteneur. La réponse est non, hein. Ça nécessite quand même un replatforming. Je préfère le dire, je vois certains qui sourient, mais je préfère le dire, parce que enfin, voilà, on ne peut pas migrer n'importe quelle application facilement. Il faut se poser la question. Un autre point, c'est quelle est vraiment la taille du workload? Parce que on m'a fait tout un schéma, on m'a dit il faut bouger sur ce client, il lui faut absolument du Kubernetes, tu vois, c'est hyper urgent. Et puis en fait, il s'avérait que le client, il avait besoin de l'équivalent de 2 vCPU et 24 GB de RAM. Donc mobiliser tout un cluster pour voilà. Donc il faut voir aussi qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de ressources. Voilà. Où est-ce qu'on va dans le futur?
C'est assez intéressant de voir qu'on a avancé, et puis à peu près on se situe là. On parle beaucoup de conteneurs ce matin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la suite, parce que je suis tellement feignant que la partie déploiement même, je n'ai plus envie de la gérer. Je préfère pousser le code directement. Donc bon, il y a déjà tout un tas de technologies. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas rajouté. J'avais rajouté un truc. Moi, je regarde Kubeless de près en ce moment, par exemple. On en est là. Là où on va, c'est vers... là, il y a encore, avec la partie containerisation, l'effort de packager, quelque part, le code qu'on fait tourner. Là où on va, c'est plutôt sur... on s'occupe même plus de ça. Pour la prochaine étape, ça sera en serverless. Et encore une fois, je n'ai pas assez de temps pour donner suffisamment de détails, sachant qu'en plus, l'écosystème, il est colossal. C'est probablement ce qui est le plus intéressant avec Kubernetes, c'est l'écosystème. Oui, je sais, vous n'arrivez pas à lire, mais même moi, j'arrive pas à lire. Non, ça, c'est notre boîte à outils. C'est-à-dire qu'il y a besoin de quelque chose, il y a probablement un mec qui a fait un truc dans un coin pour l'utiliser et pour faciliter la vie. Donc c'est une fantastique toolbox. Et Dieu sait que les développeurs aiment l'outillage. Voilà. J'avance rapidement là aussi. On a 3 slides sur la partie organisation. Alors, moi, quand j'ai démarré l'équipe DevOps chez Antemeta, initialement, je l'ai mis à la R&D. Parce que tout simplement, il fallait qu'on accélère, il fallait qu'on monte des OpenStack et des trucs. Donc on l'a mis là. Ça s'est très bien passé, sauf qu'à un moment, on s'est dit, bon, on a fait un super job d'automatisation sur ce qu'on avait à la R&D, ça marche au poil. Maintenant, il y a tout le reste du cloud qu'il faut automatiser, donc j'ai basculé l'équipe DevOps côté cloud pour qu'ils fassent de l'automatisation sur le cloud. Mais en faisant ça, du coup, ils n'étaient plus au service du reste de la société, c'était vraiment côté cloud et très focus sur tout un tas de projets. Et du coup, on a du DevOps qui s'est rajouté naturellement à la R&D, au dev pur, parce qu'ils avaient besoin de faire marcher et d'automatiser un certain nombre de choses. Mais là où c'est un petit peu drôle et que on a trouvé du DevOps, c'est au niveau du marketing, de la compta ou même du support technique. Au support technique, on gère environ 10 000 tickets par an. Voilà, donc on a même de l'IA, etc. Donc on va assez loin sur cette partie-là pour répondre aux SLA de nos clients. Ce qui fédère un petit peu tout ce monde DevOps, c'est 2 choses. C'est You build it, you run it. Si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est si tu le construis, tu jettes pas la patate chaude à un copain en partant, tu l'opères. Et puis la deuxième chose, c'est un petit peu chacun son pipeline, parce que sa boîte à outils, c'est un peu comme le plombier, hein, c'est chacun sa boîte à outils. On prête les outils, mais des fois ils reviennent pas. Donc on gère son outillage. Un autre point intéressant, c'est un dossier sur lequel j'ai travaillé il y a 1 an et demi. Un client qui réforme tout son IT, il fait un move to cloud de 10 000 serveurs. Vous voyez un petit peu la taille du bazar, 10 000 serveurs qui étaient on-prem, il le passe dans le cloud. Et c'est une grosse boîte d'IT, ils sont 1300, dont 650 à l'IT. Voilà. C'est leur métier qui veut ça. Je ne peux pas forcément citer leur nom. Un truc que j'ai trouvé intéressant quand ils sont partis là-dedans, ils ont formé toute l'IT. Donc dans l'IT, quand vous êtes à ces niveaux d'IT, vous vendez de l'IT. Hein. Donc il y a des commerciaux d'IT, il y a des marketeurs, il y a des designers, il y a de tout. Tout le monde a eu le droit à 20 jours de code en Python. Ils voulaient que tout le monde, dans toute l'IT, ait le même niveau de base sur du Python. Plus des formations agiles, etc. Et puis, un autre point intéressant, c'est quand ils ont eu des problématiques très particulières, par exemple le SDDC, à un moment, ils ont eu des problèmes pour réformer leur data center. Ils ont composé des squads, donc ils ont pris 8 personnes, les meilleures personnes du stockage, du réseau, de machin, de trucs, ils les ont mis pendant 6 mois dans une salle. Et ils ont dû délivrer le projet complet. Donc ils sont sortis complètement du reste, ils ne traitaient plus rien, des dossiers en cours. Et ils ont fait le SDDC pour le... Oui, merci, j'ai bien vu, merci.
Donc voilà, donc ça avance assez fort. Un dernier point qui est intéressant sur cette partie-là, c'est la création de nouvelles équipes. DevSecOps, PerforOps, FinOps, hein, tous des Ops, mais enfin c'est l'optimisation et c'est des nouveaux practices qui arrivent quand on est en méthode agile et qu'on passe sur du cloud native, c'est assez naturel. Voilà, donc ça demande un peu de réorganisation. Et puis, une dernière chose, ça c'est un client, dans les assurances, ils ont 250 développeurs, 0 DevOps. Ils ont un patrimoine de code, c'est une boîte d'assurance, une vieille boîte d'assurance française. Ils ont 40 ans de code, ils ont du Z et de l'open, enfin de l'open, beaucoup de Microsoft. Par contre, zéro Linux, zéro compétence Linux. Ils ont tout un plan pour faire des couches d'API, etc. Et donc, le DevOps, ils le consomment chez nous, quelque part. On héberge des clusters Kubernetes et ils viennent pousser du code chez nous pour héberger. Donc, ils sont en train de convertir toute une partie de leur code .NET en .NET Core. Et nous, on a une grosse expérience par ailleurs chez nous en interne là-dessus par rapport au cloud. Et donc, ils viennent héberger ça chez nous. Voilà. Je passe la main à mon collègue sur la partie infrastructure et je vous remercie. Ok. Donc, bonjour à tous. Je vais vous parler donc un tout petit peu en fait d'infrastructure en tant qu'HPE. Je vais également vous parler en fait d'un certain nombre de use cases en fait qu'on a pu déployer très récemment en fait qu'on a annoncé au Red Hat Summit et qu'on a dû déployer au cours des années en fait autour de différentes distros en fait de Kubernetes. Je vais vous parler plus spécifiquement en fait de ce qu'on fait avec Red Hat et de solutions intégrées avec la partie OpenShift et également avec Google Anthos. Et je finirai en fait par quelques takeaways en fait sur la partie container et Kubernetes. Donc en fait pour des workloads en fait de type container, on a en fait depuis quelques années un nouveau type d'infrastructure en fait qui est notre infrastructure composable en fait qui s'appelle Synergy. L'essence en fait de cette infrastructure composable, c'est d'essayer de fournir en fait la même expérience en fait que le cloud. Donc on parle en fait de Kubernetes, donc on parle d'environnement où on peut faire un scale-up ou un scale-down très rapidement des ressources, où on peut automatiser en fait tout le déploiement en fait des applications. Donc l'idée, c'est de faire la même chose en fait sur l'infrastructure. Donc de la même façon que sur des clouds publics avec des templates, vous allez pouvoir en fait monter votre infrastructure en quelques minutes. Là, on fournit en fait sous forme de script Ansible le moyen en fait de faire évoluer l'infrastructure, de faire le setup de l'infrastructure et de faire un scale-up ou un scale-down en fait de l'infrastructure. Deuxième point important, Kubernetes en fait au départ a été pensé en fait pour un environnement de type stateless. Par contre, il y a énormément en fait d'applications stateful. Donc, on travaille avec certaines sociétés en fait comme Portworx qui sont spécialisées dans ces aspects-là. Et également, en fait, par rapport aux deux produits de stockage qui sont HPE 3 parts et Nimble, on a fait des plugins à la fois à la partie Kubernetes et sur la partie en fait Docker Engine. Et dernier point, en fait, nos clients ont un mix d'applications. Donc, on citait quelques chiffres sur Kubernetes. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que on a une espèce de paradoxe, c'est-à-dire que 95% des nouvelles applications, en fait, utilisent ce genre d'architecture. Par contre, 90% des applications existantes sont toujours en fait sur du bare metal, sur de la VM. Et donc l'approche en fait qu'on a avec ce type de plateforme, c'est justement pouvoir hoster en fait les différents types de workloads, donc du bare metal à de la virtualisation, à des nouveaux environnements en fait déployés sous forme de containers. Alors comment on automatise? Donc ça c'est un exemple. En fait, on a cet après-midi une petite session à 3h40 en fait de démo où on va vous montrer ça plus en détail. Mais donc, on a créé en fait un certain nombre d'architectures de référence. Donc, on a une architecture de référence OpenShift en fait sur HPE Synergy. Et ce qu'on fournit en fait sur un GitHub, on fournit un ensemble de playbooks Ansible. Et grâce à ces playbooks, en fait, les administrateurs vont pouvoir en fait déployer à la fois toute l'infrastructure.
donc déployer le control plane, en fait, les master nodes, les worker nodes, toute la partie infrastructure en fait d'OpenShift, et également en fait tout l'environnement en fait autour, le load balancer, le proxy, le stockage persistant, etc. Et donc l'objectif c'est de faire en fait un déploiement en fait de son environnement en quelques minutes. Donc ça c'est ce qu'on fait avec Red Hat OpenShift. Une offre en fait qui est plus récente de notre côté, en fait depuis avril 2019, on a annoncé donc un partenariat avec Google. Donc Google a un environnement en fait qui s'appelle Google Anthos, qui est en fait un environnement en fait de déploiement donc basé sur Kubernetes et qui est un environnement hybride. Donc on peut, les personnes en fait qui développent des applications vont pouvoir à la fois en fait déployer leur application sur du on-premise, mais également en fait déployer en fait leurs applications sur les différents public cloud, donc Google GCP évidemment, mais également Amazon et Azure. Et donc même chose, en fait, on a certifié un certain nombre de nos éléments matériels. Donc vous retrouverez la partie SimpliVity, les ProLiant et la partie Synergy en fait qui sont validés en fait sur ce type d'environnement. Alors on a une gamme complète, donc je vous ai parlé en fait de la partie infrastructure composable. On a deux éléments, donc Synergy en fait qui est un petit peu notre architecture cible pour ce genre d'environnement. On a également un autre form factor qui est la partie composable rack pour des clients en fait qui sont intéressés par des offres hyper convergées. En fait, on a une offre qui s'appelle SimpliVity en fait qui permet de déployer des environnements containers sur du VMware, ou une offre rack, enfin plutôt ProLiant classique, qui peut être utilisée pour des déploiements plus petits. Dernier point, en fait, qui est une addition en fait à notre portfolio, on a racheté en fait une société qui s'appelle Plexi, en fait, qui est une offre maintenant autour de toute la partie Composable Fabric. Ce que fait Plexi, en fait, c'est que ça simplifie toute la partie setup et configuration en fait des switches. En permettant en fait à l'administrateur d'avoir toute la partie setup des VLAN beaucoup plus rapidement. Et on voit que c'est très adapté en fait à des environnements de type container, avec la possibilité en fait de reconfigurer un certain nombre d'éléments à la volée, de définir l'affinité, définir en fait les pods adjacents sur lesquels en fait on va déployer en fait les containers. Alors quelques use cases. Donc, comme je vous indiquais, en fait, on a présenté, en fait, co-présenté au Red Hat Summit le mois dernier, en fait, donc un use case sur lequel, en fait, on travaille avec Orange. Alors, pour être spécifique, c'est Orange La Réunion. Donc, Orange La Réunion, en fait, a un certain nombre d'applications. Bon, chez un opérateur télécom, ce qui est important, c'est également la partie facturation. Donc, ils ont leurs applications BSS, donc Business Support System, qui va générer à chaque fois que vous faites un appel, en fait, un CDR. Donc, l'approche en fait qu'ils ont, c'est de transformer, de moderniser en fait toute une partie de leur parc applicatif, en commençant en fait par ce type d'application. Voilà, et donc ils utilisent à la fois ils nous ont utilisé donc avec notre infrastructure, donc ils ont mis en place une infrastructure dual site basée sur Synergy 3 parts. Au-dessus, en fait, une partie de leur control plane en fait déployée sur VMware et la partie OpenShift. Et pour construire leur application, en fait, ils ont un pipeline CI/CD avec la partie GitLab, ils ont du Jenkins, ils ont un certain nombre d'autres éléments. C'est quelque chose qu'ils sont en train de faire en ce moment, donc c'est relativement récent. Voilà, enfin, l'un des bénéfices en fait qu'ils ont de ce type d'architecture, c'est de pouvoir justement déployer tout leur cluster OpenShift en 90 minutes et donc d'automatiser le plus possible la fourniture d'infrastructures. Autre exemple, cette fois-ci en fait qui est un petit peu plus ancien, donc c'est DreamWorks en fait, donc qui est le média qui gère en fait et qui produit un certain nombre de films d'animation. Eux en fournissent en fait 3 à 7 par an. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ça, en fait, ils ont besoin de générer 100 à 150 000 images, et c'est quelque chose qui est extrêmement consommateur en ressources. Enfin, Samuel parlait du nombre de serveurs. Là, on parle de plusieurs milliers de serveurs.
avec plusieurs milliers de VM, des containers, etc. En fait, ils partaient au départ en fait, d'une architecture basée sur des énormes clusters Java qu'ils ont en fait ils ont refactoré en fait leur application et porté en fait leur application sur OpenShift, donc sur notre matériel Synergy et 3PAR. Et grâce à ce refactoring, en fait, un des avantages, c'est pour eux, c'est de pouvoir laisser les devs en fait utiliser leur langage de prédilection. Dans le monolithe précédent, en fait, il y avait un certain nombre de technos, mais plus limités. Il y avait du Java et d'autres langages. Là, ils vont permettre aux devs en fait d'utiliser vraiment les langages et les environnements en fait qui les intéressent les plus. Et même chose, ils ont leur chaîne CI/CD avec les usual suspects qui sont GitHub, Jenkins, c'est des choses plus spécifiques à toute la partie vidéo rendering. Dernier use case, en fait, alors celui-là, il est un peu plus ancien, en fait, donc c'est avec nos camarades de SUSE. Ce que j'aime bien, donc c'est un constructeur automobile, en fait, qui va créer des applications, en fait, pour ses nouvelles voitures connectées, qui a également un pipeline CI/CD avec différents éléments, donc GitHub, Confluence, Docker, etc. Et en fait, leur problématique, c'est d'être cloud agnostique. Donc, ils vont avoir leur environnement de dev où ils vont déployer, donc c'est en utilisant un PaaS, un plateforme as a service basé sur Kubernetes. Donc, ils vont déployer en fait en dev sur du public cloud, de l'Amazon et de l'Azure. Et en production, en fait, leur application va être déployée sur donc une infrastructure on-premise basée sur VMware. Et grâce à ce PaaS basé sur Kubernetes, ils arrivent, entre guillemets, à rester agnostiques du cloud ou de l'infrastructure sous-jacente. Voilà, je pense qu'on arrive bientôt à la conclusion de notre session. Donc, quelques points. Alors, j'ai emprunté ce slide à nos petits camarades de Google. Enfin, on a parlé de containers, on a parlé de Kubernetes. Donc, il y a un certain nombre d'éléments clés. Ça permet en fait de gagner de l'argent. Donc, c'est des technos en fait qui vont permettre d'économiser les licences des hyperviseurs. Ça permet d'utiliser en fait les ressources de manière beaucoup plus optimisée. Vous n'avez pas ces surcouches. Et on a beaucoup de clients qui commencent à justement déployer directement ce genre de stack en fait directement sur notre infrastructure. Ça permet également de gagner de l'agilité, donc en utilisant des pipelines et également en fait de l'innovation. Alors c'est un chemin qui peut être relativement long. Donc la plupart de nos clients sont encore à utiliser en fait des workloads sous forme de virtualisation, donc avec entre guillemets les challenges en fait que peuvent poser ces technos, qui bougent en fait une partie de leur workload dans un premier temps en fait sous la forme de containers, donc avec un startup time beaucoup plus rapide, avec un footprint beaucoup plus faible de ce genre de techno. Par contre, il y a souvent, dans un deuxième temps, en fait, un effort de refactorisation, de transformation en fait, de l'application qui peut être important. Donc, Antemeta et d'autres acteurs en fait, aident nos clients sur la partie modernisation des applications et sur la partie redéveloppement, dans certains cas, de ces applications en environnement cloud natif. Voilà, j'ai quasiment fini. Donc juste un petit peu de pub. En fait, on a un centre à Genève qui nous sert un peu de vitrine européenne ou mondiale en fait sur toute la partie cloud. Donc si certaines personnes sont intéressées, on peut vous montrer en fait une partie des plateformes dont on a parlé, donc soit la partie Google Anthos, soit la partie Red Hat OpenShift, SUSE, ou d'autres environnements de type cloud. On parlait d'OpenStack, VMware, Microsoft Azure Stack, et tout l'écosystème en fait qui est au-dessus de ce genre de stack. Voilà. Dernier point, on a en fait une deuxième session plus orientée démo qui va se passer à 3h40, donc où Samuel et moi, on va vous montrer en action un peu une partie de ces technos. Et rejoignez-nous en fait sur un booth en fait qui est localisé, je crois, au premier étage. Voilà. Sur ce, merci beaucoup. Merci.